Bonsoir à tous et bienvenue sur ce webinaire qui va traiter de la thématique suivante, l'impression 3D au cabinet. Merci à tous d'avoir répondu présent ce soir sur ce thème, encore une fois, qui soulève pas mal de questions et on avait fait une première session avec le docteur Charles Mathieu. Merci aussi au docteur Charles Mathieu d'être présent ce soir pour partager son expérience. Très brièvement, pour me présenter, je suis Nolwenn, un des cofondateurs de Smile 3D. Ça fait plusieurs années aujourd'hui qu'on accompagne les praticiens et les laboratoires dans l'acquisition de matériel numérique. On va de la caméra intraorale à l'impression 3D, au logiciel de CAO tel que Exocad. Notre spécificité, notre spécialisation porte vraiment sur l'impression 3D et qui de mieux, comme je le disais, pour en parler ce soir que le docteur Charles Mathieu. Pour la petite anecdote, il se présentera sûrement mieux que moi. Charles a été un de nos premiers clients sur l'impression 3D au cabinet, même le premier, il y a un peu plus de 4 ans maintenant, et est passé par différents systèmes et a même été un des premiers en France à imprimer des bridges provisoires, des Holon, avec l'impression 3D, cette technologie. Donc voilà, je ne veux pas monopoliser la parole, on va attaquer directement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas à les poser, on y répondra dans le chat et bien évidemment par la suite, à la suite du webinaire, échangeons ensemble sur ces différents protocoles que vous allez pouvoir voir. Charles sera sans doute aussi à même de répondre à certaines questions, donc voilà, n'hésitez pas. Charles, je te laisse la parole pour avancer. Merci Nolwenn, bonsoir à tous. Tout le monde voit bien l'écran, on entend bien Nolwenn, tout est calé? C'est parfait. Allez, impeccable. Alors du coup, ce soir, on va parler impression 3D. Je suis très content d'être là et de cette collaboration avec Nolwenn de Smile 3D parce que l'impression 3D, forcément, ça a changé pas mal de choses dans mon exercice. Et puis, je vais profiter d'une petite demi-heure ensemble là, pour vous raconter, aussi bien en termes d'évolution de matériel que d'évolution de pratique, et comment j'ai utilisé cet outil pour l'intégrer à ma chaîne numérique pour satisfaire mon exercice quotidien. Donc moi, je suis installé à Amiens, je suis un planteau exclusif, et bien évidemment, dans ce protocole d'accélération de traitement, on va faire beaucoup de mise en esthétique immédiate et de mise en charge immédiate. Et donc forcément, on va devoir gérer de la prothèse rapidement, simplement, et essayer de le faire à moindre coût, puisque c'est une charge supplémentaire pour le patient. Mais par contre, voilà, on va apporter une vraie valeur ajoutée comparativement au patient qui repart sans rien. J'aime bien cette petite phrase de Voltaire qui dit je perds mes dents, je meurs en détail », parce que finalement, on voit que déjà à l'époque, la danse était déjà un gros facteur de préoccupation, aussi bien moral que social. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est difficile pour les gens d'être édentés, de se confronter au regard des autres. Et on a tout un tas d'outils, de connaissances et d'amélioration de performance qui font que dans beaucoup de cas, on va pouvoir laisser repartir notre patient, pas forcément avec quelque chose de fonctionnel, mais en tout cas quelque chose d'esthétique qui va lui permettre d'affronter la vie sociale pendant la période de cicatrisation. Donc vous l'avez compris, hein, moi mon truc c'est d'accélérer les traitements. Pour ça, je vais utiliser différents outils. Je vais bien sûr me servir du flux numérique parce que c'est lui qui a été déterminant pour la réalisation de tout ça. Donc on va réduire le temps de réalisation, on va réduire le nombre de chirurgies. Alors, on sait tous que moins on va opérer, moins on va avoir de problèmes, aussi bien en termes de conséquences cicatricielles que de risques de complications. On va aller chercher de la mise en esthétique immédiate ou de la mise en charge immédiate. Et puis, on va essayer de limiter les coûts. Pourquoi ? Déjà, pour nous, limiter les coûts et les manipulations annexes avec les laboratoires et des produits compliqués ou des matériaux compliqués. Limiter le coût aussi, bien sûr, pour le patient, parce que finalement, plus on va réaliser de choses, plus l'addition augmente et finalement, plus on perd de cas pour réaliser nos traitements. Et donc, on va essayer de faire une combinaison de tout ça pour se dire, voilà, je gagne du temps, je gagne des étapes, j'y passe moins de temps, j'utilise moins de matériel. Donc, forcément, ça va coûter moins cher. Sauf qu'à l'intérieur de ça, il faut trouver les solutions pour raccorder tout ça. Alors, bien sûr, on va avoir recours à ce qu'on appelle la digitalisation. J'aime pas trop ce mot, mais
finalement, vous l'avez quotidiennement dans vos esprits, que ce soit avec votre portable, vos ordinateurs, le GPS dans la bagnole, l'appareil photo. J'aime bien rappeler aussi que les impôts ne se sont pas posé la question de savoir si vous aviez un ordinateur ou si vous étiez âgé pour faire votre déclaration d'impôt. Donc cette digitalisation, elle est partout. Et après, comme dans le dentaire, vous allez pouvoir constituer votre propre flux numérique et le constituer des éléments qui vous intéressent pour obtenir le résultat qui vous intéresse. Dans le numérique, à chaque fois qu'on va aller chercher, à mon sens, un outil, il va falloir que cet outil apporte quelque chose. Soit c'est un gain de temps, soit c'est un gain de technique, soit ça pallie une compétence ou une incompétence d'ailleurs, soit ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent, mais en tout cas, à mon sens, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée factuelle au cabinet. Alors moi, je vais utiliser un certain nombre d'outils digitaux parce que, bien évidemment, plus on va monter en compétences, plus on va monter en passion aussi pour le flux numérique et plus on va acheter d'artifices qui ont plus ou moins d'importance. Il y a une base nécessaire et puis après, il y a des petits ajouts qui peuvent avoir un intérêt assez intéressant. Donc moi, j'utilise essentiellement forcément mon ordinateur avec une connexion Internet, un appareil photo, le CBCT pour la chirurgie et la caméra d'empreinte optique, qui sont à mon sens déjà les 3 éléments essentiels pour démarrer le flux numérique. Le laboratoire digital, bien évidemment. Moi, je travaille avec un laboratoire qui s'appelle LIO. On a notre branche, nous, en Hauts-de-France, à Amiens même, de l'IO de France, et qui va réaliser ce travail numérique fondamental, hein, puisque forcément, entre le traditionnel et le numérique, il y a une gestion des données qui vont être envoyées qui est différente du traditionnel, et forcément, il faut des professionnels numériques qui vont être en capacité de réaliser ce travail. Et puis, l'impression 3D, qui est venue il y a quelques années pour des problématiques que je vais vous expliquer tout à l'heure et qui font aujourd'hui partie de mon noyau central de travail sur mon flux numérique. J'ai des implants aussi, bon ça c'est pas du numérique, mais j'utilise des outils particuliers pour pouvoir réaliser tout ça, mais c'est pas le sujet de ce soir. Et après, on va rajouter des artifices qui vont avoir plus ou moins de sens, qui vont avoir plus ou moins d'intérêt en fonction des cas, la photogrammétrie, des objets comme le Mojo, qui est en fait un enregistreur dynamique numérique, hein, des mouvements de la mâchoire. Le scanner facial, en l'occurrence, moi j'ai un Reface, hein, qui est un scanner pour enregistrer le visage du patient pour avoir un avatar patient, qui à mon sens sont loin d'être des outils indispensables bien évidemment, mais qui peuvent être soit de très bons objets pédagogiques pour montrer aux patients et expliquer un petit peu dans les cas complexes pour plus de pédagogie avec le patient. Et ils peuvent avoir des intérêts très concrets dans des gestions d'occlusion, dans des gestions de pathologie occlusale, dans des complexités esthétiques de communication avec le patient, puisqu'à chaque fois qu'on va rester dans la chaîne numérique, on va manipuler des outils qui sont très faciles à modifier, qui ne coûtent pas cher. Et si par exemple vous avez différents smile design à faire ou différentes projets prothétiques à faire, esthétiques avec le patient, forcément, la modification numérique visuelle va être beaucoup plus facile qu'à chaque fois monter de la cire sur un modèle comme on le faisait traditionnellement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'impression 3D. Qui dit impression 3D dit imprimante 3D, vous l'avez compris. Pourquoi j'ai opté pour une imprimante 3D ? Tout simplement parce que moi, je suis parti à l'envers, je suis parti du full arch pour revenir finalement à des cas un petit peu plus simples. J'avais un problème de réalisation, de temps sur mes réalisations prothétiques qui étaient essentiellement basées sur la gestion vraiment du patient après la chirurgie, parce que je ne veux pas utiliser de chirurgie guidée parce que ce n'est pas mon truc, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc forcément, je n'avais pas de provisoire forcément fait à l'avance. J'ai pas envie de manipuler de la résine, de fraiser, de faire des choses comme ça. Et j'avais pas non plus de gens avec qui j'avais trouvé compétence, en tout cas en termes de laboratoire, près d'Amiens, pour me livrer rapidement dans la journée le travail. Donc j'étais un petit peu coincé. Et en discutant donc avec Vivien, en discutant aussi avec Sébastien Meloul, vous avez déjà eu un petit webinaire, vous aurez un petit webinaire bientôt avec lui, et est venue cette histoire d'impression 3D, avec des limites, bien évidemment, puisque
Les résines disponibles à l'époque n'étaient absolument pas recommandées pour les full arch, hein, donc les restaurations totales de l'édenté complet, mais restait une proposition assez sexy et que j'avais en tout cas envie d'essayer. Donc l'imprimante 3D, c'est 3 machines en réalité. Vous avez l'imprimante même qui est constituée d'un plateau d'impression. Hein, c'est ce que vous voyez là sur le print, hein, je ne peux pas pointer. Et une cuve ou un réservoir, un récipient dans lequel vous avez de la résine, différents types de résine. Et vous allez avoir une impression qui va se faire au couche par couche et donc qui va faire varier le temps d'impression en fonction de la hauteur de l'élément à imprimer. Vous pouvez mettre 50 bridges sur le plateau si vous voulez rentrer, ça n'augmentera pas le temps d'impression, c'est la hauteur qui va augmenter le temps d'impression. Donc ça, déjà, je trouvais que c'était particulièrement intéressant. Et donc, avec l'évolution des machines, on va, comme vous l'avez compris, avoir une évolution de qualité et une évolution de rapidité, puisque plus la machine va être évoluée, plus elle va être qualitative, et plus elle va être évoluée, plus elle va être rapide. Et vous verrez que la rapidité est quelque chose pour moi qui est essentiel. Ensuite, vous avez une deuxième étape à faire qu'on va appeler le post-traitement, où vous allez baigner votre pièce prothétique dans de l'alcool hein, pour le nettoyer. Et vous avez une dernière étape à la lumière qui permet de durcir le matériau, comme on polymériserait un composite par exemple, pour augmenter les capacités mécaniques de l'élément imprimé. Et là, en l'occurrence, on va parler de PMMA résine. Je suis allé voir les publications, puisque quand même, avant de mettre des choses dans la bouche des gens et avant de se tirer des balles dans le pied, on va toujours regarder un petit peu ce que dit la littérature. Et puis, on découvre que non seulement c'est utilisé depuis longtemps, mais en plus de ça, c'est utilisé dans diverses formes d'exercices, essentiellement au niveau de la dentisterie et de la chirurgie maxillofaciale, et que les résultats sont très bons. On parle bien évidemment pas de full arch à ce moment-là, mais en tout cas sur des petites pièces, sur du modèle, sur de la gouttière, sur du guide chirurgical, on a des résultats qui sont extrêmement satisfaisants. Et je parle bien sûr de qualité dimensionnelle, hein, c'est-à-dire que visiblement, la pièce qu'on imprime est largement fiable et qualitative pour être utilisée de manière précise en bouche. Et vous voyez, il y a des études qui datent de 2014, 2015, donc on est quand même en 2024, donc on est déjà quasiment sur une dizaine d'années avec l'impression 3D. Donc, pour moi, à cette étape-là, je valide. Alors, on va voir des vieux cas, il y a des trucs qui sont jolis, des trucs qui sont moins jolis, mais c'est la vie de tous les jours, donc je trouve que c'est toujours intéressant de voir aussi ce qu'on va faire au quotidien. Voilà cette jeune fille que j'apprécie particulièrement, qui a eu un passé pas forcément simple et surtout très jeune, des problèmes parodontaux liés à des problèmes médicaux et psychologiques. Bon, bref. Il se trouve qu'elle a eu un traitement ortho, une stabilisation avec un paro sur Paris, et puis elle arrive avec une 12 sans rien, qu'elle a depuis 2-3 ans, qui la perturbe beaucoup, mais bon, comme elle a eu des tas de problèmes, vous savez, ces gens-là ne disent souvent pas grand-chose. Et donc, je décide de la traiter. Et puis, il est hors de question qu'elle reparte sans dents. Et donc, je suis à mes débuts de l'impression 3D, ça doit être il y a 4-5 ans peut-être. Et donc, je décide à ce moment-là, non seulement de faire une chirurgie guidée avec un guide qui, donc, du coup, sera imprimé à mon cabinet pour gagner des sous, parce qu'en plus de ça, elle n'a pas beaucoup de sous et j'ai envie vraiment de la traiter. Donc, budget très serré. Donc, on va essayer de chercher de la qualité et en plus de ça, de tirer un petit peu sur les coûts. Et en plus de ça, nouveauté que je ne faisais pas avant, je vais prévoir ma prothèse provisoire en amont, issue de la chirurgie guidée, que je relierai avec un pilier provisoire à la résine, pour qu'elle puisse repartir avec une dent. Donc, on va utiliser bien sûr l'impression 3D, le laboratoire, donc on va lui faire des photos, on va lui faire des empreintes numériques, lui donner le CBCT bien évidemment, c'est notre triade fantastique. On va réaliser un smile design et il va me réaliser cette prothèse provisoire, donc qui est au départ un fichier numérique qu'on va positionner avec des ailettes pour assurer le repositionnement. Vous verrez qu'il y a un petit trou derrière pour la poser. On va prévoir notre chirurgie guidée
on passe rapidement, on positionne notre implant, et il va m'envoyer un deuxième fichier numérique. Donc, je vais avoir 2 fichiers numériques, un fichier de guide chirurgical, un fichier de prothèse provisoire, et je vais pouvoir les réaliser pour la première fois chez moi au cabinet avec une imprimante qui est une forme 3, de manière assez simple. Donc, je vais recevoir les fichiers sur mon ordinateur qui vont s'ouvrir directement dans un logiciel qui, pour la Formlab, s'appelle Préform, qui va en fait positionner ces pièces prothétiques sur un support avec des petits supports qui seront à enlever par la suite. Et on va lancer l'impression. Donc, vous voyez, la machine est assez jolie. Il y a un petit plateau, comme je vous ai expliqué. Là, c'est pour le guide chirurgical. Et vous voyez que le guide chirurgical va sortir comme ça, sur des petits pins. Et on va avoir ce post-traitement à faire, d'enlever les pins, de nettoyer à l'alcool et de passer à la lumière. Ce petit logiciel Préform, il est comme ça. Il va vous montrer donc la pièce prothétique. Là, on est sur la prothèse. Vous voyez les petits supports, hein, les petites tiges qui seront à supprimer. Et on va, donc là, c'est le fichier. En fait, quand vous allez recevoir un mail de votre laboratoire avec le fichier, on va cliquer sur le fichier, ça va ouvrir directement Préform et ça va vous positionner. Moi, je demande à mon laboratoire de positionner directement pour ne rien avoir à faire, puisque je ne suis pas j'ai pas envie de passer de temps au laboratoire, j'ai envie d'être tranquille. Et donc, forcément, je vais pouvoir avoir ce truc qui est tout prêt. Je vais appuyer, donc ça c'est la même chose avec le guide chirurgical, je vais appuyer sur ce bouton et va se lancer l'impression 3D automatiquement. À l'époque, vous voyez, notez bien le temps, 1h45 pour imprimer tout ça. C'est long, enfin pour moi je trouve que c'est long, mais comme on a fait en amont, la patiente n'est pas là, je fais préparer tout en aval, en amont, et ce sera prêt pour le jour de la chirurgie. On va mettre un petit peu de maquillant pour faire briller. Vous voyez, hein, donc on met dans la lumière, c'est des petites machines qui sont toutes faites, elles sont toutes préprogrammées, vous notez la résine que vous avez utilisée, le temps se met tout seul, ça chauffe, et le travail est réalisé. Arrive le moment où notre patiente se présente, donc on va aller assez vite, on essaye bien évidemment pour voir si tout va bien. Vous voyez la précision, hein, vous voyez que les ailettes sont parfaitement positionnées. C'était les premières impressions. En plus, le guide chirurgical est parfaitement adapté. On va faire notre chirurgie. Moi, j'utilise des implants un petit peu spécifiques qui sont parfois angulés au niveau du col de l'implant pour avoir une émergence correcte. Voilà, bon, on fait notre chirurgie, petite greffe de gencives, etc. Et donc, vous voyez qu'on va positionner ce pilier provisoire qui va passer par le petit trou qui est derrière la couronne provisoire. On va la positionner, on la noie dans la résine et ensuite, il n'y a plus qu'à couper les ailettes, la polir. On peut éventuellement aussi réadapter le profil d'émergence, puisque vous savez que c'est ça qui va être important. Là, au départ, vous voyez, c'est pas forcément très joli en occlusal. On a l'impression que le puits est pas bon, mais c'est parce que j'ai laissé de l'épaisseur, parce que comme je ne connaissais pas le matériau, j'avais un petit peu peur que ça casse. Donc, j'avais laissé de l'épaisseur, chose que je ne fais plus aujourd'hui. Et pour la première fois, en gestion au cabinet, on a laissé repartir la patiente avec sa prothèse provisoire, ce qui a coûté rien, à part si on parle d'investissement de la machine qui, en toute transparence, vaut 7 000 €. La résine coûte 400 € le petit flacon sur lesquels moi j'ai un très très gros exercice et j'arrive à tenir 3 bons mois et j'imprime plusieurs fois par jour. Donc quand c'est un exercice un petit peu plus léger, vous pouvez tenir une demi-année largement avec tout ça. Deuxième cas où on fait évoluer un petit peu les choses pour voir un petit peu jusqu'où on peut aller. On a changé de machine, on a une machine qui s'appelle Springtray qui va un petit peu plus vite, vous allez voir sur les temps. Donc on programme toujours notre chirurgie, extraction implantation immédiate. On va utiliser nos implants angulés pour gagner au niveau du profil osseux. Hein. Vous voyez que l'axe de prothétique n'est pas le même que l'axe implantaire. Et on va faire exactement la même chose. On va faire une empreinte avant. Et puis là, on va apporter la première modification, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait la prothèse à l'avance, on va la faire après la chirurgie. Pourquoi on va la faire après la chirurgie? Tout simplement parce que le monsieur il est venu avec sa dent qui était cassée et on l'a opéré rapidement et on n'a pas pu faire tout le charting qu'on avait fait avant avec la patiente d'avant. Et là, on a envie d'agir vite. Et en plus de ça, on a une nouvelle machine qui imprime plus vite. Et donc, on va faire les empreintes après la chirurgie. Vous voyez que sur les empreintes, il y a un petit peu de sang. On va mettre notre scan body. Et là, on va demander au labo immédiatement de nous conceptualiser la prothèse. Et vous allez voir que forcément, vous savez que sur l'unitaire, c'est pas comme sur le plural, il faut qu'il y ait une indexation, sinon la couronne, elle tourne. Donc, vous voyez que sur la modélisation de la prothèse, il y a une petite gorge qui est vers vous sur la photo en haut à droite. Et on va mettre tout simplement une petite base.
Donc, on va imprimer avec notre sprint tray, on va glisser la T-base. Vous voyez la précision de cette impression. Donc, on va avoir une prothèse qui va être toute faite. Donc, le profil d'émergence va avoir été adapté. Et on va venir la visser directement après la chirurgie, mais elle aura été réalisée dans le laps de temps entre l'après-chirurgie et le moment de réalisation. Avec la sprint tray, on était à peu près, allez, on va dire 20 minutes. Moi, j'ai un laboratoire sur place, mais le laboratoire de Lio est tout à fait en capacité, si vous les prévenez à l'avance, de vous gérer ça immédiatement après votre chirurgie. Donc, ça va mettre, alors on va compter très large, on va compter une demi-heure. Et j'avais un temps d'impression qui était à peu près de 45-50 minutes pour ce genre de travail. Donc, ça me fait attendre mon patient pendant à peu près 1h30. Et 1h30 après, je lui positionne sa dent. Alors, très franchement, c'est quelque chose que j'ai testé à l'époque parce que ça m'intéressait de voir jusqu'où on pouvait aller. Très franchement, dans mon exercice quotidien, je préfère réaliser les unitaires à la main puisque ça me prend moins de temps que cette heure et demie-là. Et je préfère que mon patient, pour une dent unitaire, puisse rentrer chez lui relativement rapidement. Mais pour celui qui n'a pas envie de faire ou celui qui veut avoir un résultat esthétique et qualitatif précis, avec l'impression 3D, on sait qu'à peu près sur 1h30, à l'époque de la sprint tray, on pouvait réaliser ce type de cas. Là où tout va prendre beaucoup plus son sens, c'est lorsqu'on va réaliser du plural. Pourquoi? Parce que le plural, vous n'allez pas pouvoir le faire à la main. Donc, il n'est pas question d'utiliser l'unifast ou la résine pour monter quelque chose à la main en plural, puisque vous n'allez pas réussir à le faire en termes de construction, donc ce n'est pas réalisable. Et donc forcément, pour le plural, soit vous avez la réalisation en amont, comme on l'a vu sur le premier cas, soit on va pouvoir réfléchir, si le temps d'impression augmente, voir si on peut gérer en paire opératoire la situation. Donc premier cas, donc cas ancien, à peu près de la même époque que la jeune fille de tout à l'heure, sauf que là, c'est un cas particulier d'une dame qui a d'abord voulu traiter sa 22, on lui avait dit qu'il fallait faire le secteur antérieur, elle n'a pas voulu. Puis finalement, pendant la période de cicatrisation, au bout de 2 ou 3 mois, elle a eu un problème sur les dents d'à côté. Donc, on lui avait dit qu'on arriverait à ça. Elle a dit qu'elle pouvait s'organiser. Bon, bref, elle perd le truc. Et donc, encore une fois, c'est quelqu'un qu'on va opérer en urgence. On va donc lui retirer les 2 ou 3 dents qui restaient, lui positionner un deuxième implant sur le site 12, puisqu'on avait géré la 22. Et puis, bien évidemment, comme on l'a opéré un peu en urgence, elle n'avait pas de provisoire qui avait été fait en amont. Donc, on appelle le prothésiste. Le prothésiste va nous modéliser ce système-là. À l'époque, bien évidemment, je n'étais pas sûr du coût des T-bases. Donc, je fais réaliser cette prothèse provisoire avec les ailettes exactement comme tout à l'heure, sauf qu'elle est plurale. Vous voyez qu'on a noyé les piliers provisoires et on va gérer le profil d'émergence au composite ou à la résine unifast pour réussir à ce que notre patiente reparte avec des dents. Mais on aurait très bien pu aussi l'imprimer, mettre des T-bases ou avoir par exemple des piliers multi-unités vissés sur nos implants et le bridge vissé directement. On va voir ça après. Là, on est encore il y a 4-5 ans sur ces réalisations. Donc, vous voyez que la patiente, elle repart avec des dents. Vous voyez la valeur ajoutée, vous voyez la qualité d'impression de la résine, vous voyez la qualité visuelle, sachant qu'en plus de ça, on est sur des appareils réflexes qui mettent en avant tous les détails et tous les défauts. Ça, c'est le cas final. Et puis, vous voyez qu'au final, on a fait une reproduction quasi similaire du bridge en résine avec un bridge en zircone katana qui est du monolithique, tout simplement maquillé, parce que voilà, c'est une patiente, vous voyez que le reste n'est pas non plus extraordinaire, elle voulait des dents devant, et on a réussi avec du simple maquillage à obtenir un résultat plutôt économique au final, et à mon sens assez esthétique. Le résultat final avec les implants, on a encore une fois utilisé des implants un petit peu particuliers pour avoir une bonne stabilité primaire pour pouvoir réaliser ce cas. Et puis là, on va arriver à la dernière imprimante que j'ai, donc du coup l'imprimante, la Formlabs 4, qui est la dernière, qui va gagner encore en précision et gagner encore en vitesse. Et vous voyez que par exemple sur ce cas, qui est une jeune fille qui a eu un dimanche matin aux urgences, quelqu'un qui lui a fait des composites ou des couronnes provisoires, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas terrible, sur le secteur antérieur où elle avait des couronnes, qu'elle a fracturé en prenant un coup de coude
au handball, parce qu'elle est joueuse de hand semi-professionnelle. Donc, vous voyez qu'en dessous, c'est abîmé, c'est cassé. Et donc, on va réaliser notre chirurgie, on va extraire les dents, on va respecter le protocole de l'extraction implantation immédiate, on va combler le vestibule, on va faire un petit aménagement muqueux. Et vous voyez que cette fois-ci, on va positionner ce qu'on appelle des piliers multi-unites. On va entrer dans un peu ce qu'on appelle le one-time, one abutment, c'est-à-dire que les piliers multi-unites vont être vissés au moment de la chirurgie, directement, ils vont être torqués directement au torque de serrage terminal, et la partie prothétique, donc du coup, va être plus haute que la partie osseuse et la partie implantaire, et donc on va se retrouver avec un implant bone level qui est sous cristal, mais avec une gestion de la partie prothétique qui va se faire plutôt au niveau transmuqueux, ce qui va être plutôt avantageux pour des problèmes de contamination périimplantaire, et on va créer un plateforme switching qui va être particulièrement intéressant au niveau osseux, muqueux et de la pérennité. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Et forcément, on va appliquer ce même protocole. On va faire l'empreinte après l'intervention. Le laboratoire va nous modéliser les dents. Entre deux, on va la faire attendre dans la salle d'attente. On va mettre des petits capuchons et on va imprimer ce bridge provisoire qu'on va visser cette fois-ci directement sur les piliers multi-unités. Là, c'est très intéressant puisqu'il n'y a aucune pièce intermédiaire. Vous voyez qu'on est directement sur la résine où il y a un petit épaulement sur la vis et on va le visser directement. Donc, il n'y a pas besoin de pièces annexes, il n'y a pas de dépenses annexes. On n'est que dans l'impression qui coûte quelques euros ou quelques centimes d'euros même pour le positionner. Et on a positionné. Vous voyez, quelques mois après, la résine et la muqueuse ont très bien toléré tout ça. Alors, ce n'est pas moi qui fais les couronnes définitives. Souvent, je les envoie aux correspondants, mais je démonte souvent pour regarder comment c'est. Vous voyez le bel aspect des muqueuses. La résine est très, très bien tolérée. Le travail de façonnage de ce profil d'émergence a été fait grâce à la résine. Et là, on parlera de temps d'impression, mais vous verrez qu'avec le protocole-là, on a gagné beaucoup de temps et que ça devient bien intéressant. On va en reparler un petit peu après. Même chose avec du plural, sur ce même principe, pose des implants, piliers multi-unites. On ne retouche plus à notre partie chirurgicale juste à cristal. On va prendre les multi-unites après l'intervention. Le laboratoire va nous modéliser, on va faire l'impression et on va visser directement notre bridge provisoire en place. Vous voyez, là, finalement, on fait beaucoup de choses. Extraction des dents, mise en place des implants, comblement osseux, aménagement, on ne voit pas, mais on a fait une petite greffe de gencive, mise en place esthétique immédiate du bridge en impression 3D. Finalement, on a des coûts qui vont être assez réduits puisqu'on a utilisé que très peu de pièces. On a nos implants plus nos piliers multi-unites qui vont correspondre à peu près à l'implant pilier. Et après, le reste, le bridge, à part la modélisation qui va être facturée par le laboratoire au nombre d'éléments, le reste ne coûte absolument rien. Et vous voyez le rendu service au niveau du patient, quoi. Et là, on va commencer à rentrer dans le détail de ce qu'on va vouloir venir chercher avec l'impression 3D. Donc, vous avez compris qu'on allait pouvoir imprimer un petit peu tout ce qu'on veut. On va imprimer du guide, on va imprimer du modèle, on va imprimer de la gouttière, on va imprimer de la couronne, on va imprimer du bridge, provisoire, j'entends. Aussi bien de l'élément simple que de l'élément plural. On va pouvoir imprimer tout un tas de choses. OK. Maintenant, quand on l'imprime, qu'est-ce qu'on imprime et combien de temps ça prend? Moi, ce qui m'intéressait, c'est de gagner du temps pour le service rendu patient. Déjà parce que je ne veux pas que les patients ils restent pendant 3 heures dans le cabinet et je ne veux surtout pas les faire revenir ni le soir ni le lendemain. Donc, vous comprenez bien que la notion de temps, elle a été toujours très importante pour moi. Donc, sur la sprint tray, on a dit on va parler d'une quinzaine de minutes de temps de modélisation. L'impression, on est sur entre 25 et 40 minutes sur la taille. Le post-traitement, 7 minutes. Donc, voilà, on va dire on est à entre 3 quarts d'heure et 1 heure pour réaliser la prothèse. Donc là, pour moi, alors, encore une fois, pas sur de l'unitaire avec cette histoire de multi-unit, parce que je trouve que ce n'est pas très intéressant. Peut-être pour une prémolaire ou une molaire, pour ceux qui veulent le faire, parce que c'est plus difficile de faire à la main une molaire qu'une dent unitaire. Mais bon, voilà, après, chacun fait comme il veut. Mais sur les éléments pluraux, on est quand même sur quelque chose de très intéressant, sachant que pendant l'heure, vous voyez d'autres patients, vous faites ce que vous voulez, vous allez boire un café ou vous faites comme vous le sentez, et votre patient, le temps qu'il sorte de sa chirurgie,
On va faire la petite radio de contrôle. On va expliquer le post-traitement. On va faire l'ordonnance, etc., etc. Cette heure, finalement, elle va passer relativement vite. Et donc, on va arriver à la quintessence de ce que j'ai voulu obtenir, c'est sur la gestion du full arch. On va traverser ce cas de full arch et après, je vous laisse tranquille. J'aime bien ce cas parce que c'est d'ailleurs un cas que j'ai amené à l'étranger, parce qu'il va raconter ce que j'ai voulu, moi, optimiser de la vision que j'avais du flux numérique, de ce que ça pouvait m'apporter. Et j'ai fait plein de conneries sur ce cas, des erreurs. J'ai eu des erreurs techniques, des erreurs de matériel. J'ai rencontré un certain nombre de problèmes. Et c'est grâce en partie à ce cas que je me suis rendu compte que mon process marchait bien, puisqu'à aucun moment j'ai été décontenancé et à aucun moment j'ai été inquiet ou paniqué. Et à chaque fois que vous arrivez à rebondir de quelque chose, surtout quand il y a des notions chirurgicales et beaucoup d'attentes de la part du patient, je me suis rendu compte que là, j'avais touché du doigt quelque chose qui était très intéressant. Donc, on a cette dame qui vient parce que bon, voilà, de la paro, ça bouge là-haut, elle n'est pas contente forcément esthétiquement, elle a un appareil qui ne la satisfait pas non plus, elle a mis du temps à se décider, à une copine qu'on a traitée, et puis bah, voilà, elle vient nous voir, et donc on décide de faire un All-on-6 maxillaire. Donc là, on va collecter les données, on va faire des photos, donc des photos normées, hein, on va dire ligne bipupillaire, point sous-nasal, tragus des oreilles, centré par rapport à la ligne du milieu, photo extrabuccale, intrabuccale, d'accord. On va réaliser des empreintes numériques, hein, je vous ai dit tout à l'heure le trio magique. Ces empreintes numériques, on va chercher à avoir le plus de détails possible, le plus d'éléments possible pour être le plus facile possible pour le laboratoire. Vous savez qu'aujourd'hui, les laboratoires numériques vont travailler par un système de matching, c'est-à-dire qu'ils vont superposer des couches pour repositionner les choses en partant du départ. Donc, on va faire des belles empreintes, que je fais d'ailleurs mieux aujourd'hui parce que celle-ci n'est pas forcément géniale. On va faire des clichés radiographiques, aussi bien panoramiques que 3D pour savoir où est-ce qu'on va mettre nos implants, est-ce qu'il y a de l'os, est-ce qu'il va falloir greffer, etc. Est-ce que ce cas est simple, pas simple, suivant les critères qu'on a décidé de mettre à l'intérieur de tout ça. Et on va envoyer tout ça au laboratoire qui va faire cette première étape numérique fondamentale pour moi, qui était une des choses qui a changé ma vie, c'est-à-dire qu'on va fabriquer notre avatar numérique à partir de photos ou à partir du scanner facial, peu importe. Et là, le laboratoire va faire tout un tas de travail qui était vachement dur à faire avant avec des wax-up, des travails sur des modèles. Nous, on avait des choses à donner, arc facial, il n'y avait jamais la photo du patient, on avait l'articulateur à donner, c'était assez complexe. Aujourd'hui, avec des photos et les éléments que je vous ai donnés, on va constituer cet avatar patient. Et avec cet avatar patient, on va réaliser un smile design, c'est-à-dire qu'on va, comme l'architecte le ferait, on va construire notre projet aussi bien esthétique que prothétique que fonctionnel de manière numérique. Deux éléments importants. Déjà, ça va être simple à visualiser, ça va être simple à montrer aussi aux patients, donc hyper pédagogique. Et surtout, ça va être simple à modifier. Pour ceux qui ont connu l'étape traditionnelle, à chaque fois qu'il y avait une modification, c'était la main au portefeuille parce que le mec, il passe des heures au wax-up à monter à la main, à la cire. Et pédagogiquement avec le patient, le modèle en plâtre avec de la cire verte, c'est pas terrible. Alors que là, vous allez avoir quelque chose d'hyper visuel et vous allez pouvoir échanger avec votre prothésiste pour lui dire, voilà, ça j'aime pas, ça c'est pas bien, ça c'est ci, ça c'est là. Alors forcément, plus le mec est fort en face, en l'occurrence chez Lio, j'ai pas de problème, et on est vraiment très soudés et on travaille vraiment main dans la main là-dessus depuis quelques années maintenant. Donc voilà, on va réaliser ce smile design. On peut ou pas le faire valider avec la patiente, mais vous voyez que pour la communication, cet avatar patient est super sympa. Donc là, on est sur de l'image fixe, mais avec un scanner facial, on est sur du 3D. Et voilà, on va avoir ce système de matching où toutes les couches vont être superposées, projet avant, projet après. Je ne rentre pas dans les détails du montage du projet prothétique, mais voilà, on va travailler par rapport au plan de Quimper, on va faire notre projet. Le laboratoire va éventuellement nous demander de modifier l'arcade antagoniste avec des ajouts, des soustractions, des extractions, etc., pour que le haut coordonne avec le bas. Vous savez que la bouche, c'est la boîte et le couvercle. Il faut que les deux se coordonnent. On va regarder nos courbes. Bref, on va valider le travail du laboratoire.
Et comme je n'utilise pas de chirurgie guidée, je vais donc poser à la main. Et en posant à la main, je vais avoir besoin de ces coupes-là. Dans mon flux numérique à ce stade, celui qui veut rajouter de la chirurgie naviguée ou de la chirurgie guidée ou du guide à étage, etc., on est raccord. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est là qu'on va intégrer toutes les choses. Moi, je ne vais pas le faire, mais par contre, il faut quand même que je vois où vont être positionnées les dents pour que je fasse émerger mes implants comme il faut, face palatine et qu'ils soient dans l'os. Donc, je vais utiliser ces multitudes de petites coupes, un petit peu à l'ancienne. C'est la partie un peu fastidieuse de ce que je fais, mais moi, j'aime bien faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Et j'en arrive à programmer ma chirurgie pour opérer ma patiente. Et je vais opérer ma patiente comme bon me semble. C'est-à-dire que je vais utiliser les implants que je veux, je vais changer de plan, je vais trouver une zone osseuse qui m'intéresse plus, un diamètre qui m'intéresse plus, des forêts densa pour comprimer, je vais utiliser différents designs implantaires. Il y a un endroit qui va me plaire plus qu'un autre par rapport à ce qu'on avait planifié. Je veux avoir cette liberté, je veux avoir ce feeling, je veux pouvoir modifier mes tissus, etc. Et donc, je ne veux pas de chirurgie guidée. C'est perso, j'ai raison, j'ai pas raison, peu importe. En tout cas, ça fonctionne comme ça, mais ça intègre quand même mon flux numérique. Et dans ce cas, bah, parfois, on n'a pas raison, parfois, on est bloqué dans sa chirurgie. Et donc, l'implant qui est destiné à être en 21, je l'ai décalé un petit peu, sauf que quand on est dans la chirurgie, on cherche la stabilité primaire, le machin, et donc je l'ai décalé un petit poil, ce qui va avoir des conséquences pour la suite. Donc vous voyez, j'utilise différents implants, on a poussé les sinus, vous voyez avec les Densa, on a utilisé des implants très larges, on a utilisé des implants angulés, on a angulé nos implants, etc., etc. Mais vous voyez que même à la main, on a réussi à quand même les mettre dans le cadre, donc c'est plutôt cool. Et on va faire pareil qu'on a fait avec les cas simples, qu'ils soient unitaires ou pluraux, on va faire l'empreinte post-opératoire. Vous voyez, même malgré le sang et tout, on obtient des bons résultats. On envoie au laboratoire. Et là, le laboratoire, il va simplement matcher cette arcade-là avec ce qu'il avait prévu au départ de notre projet prothétique. Et il va nous réaliser un bridge provisoire qu'on va tout simplement imprimer. À l'époque, je vous rappelle, impression, donc ce cas en fait partie, impression avec une résine qui n'est pas recommandée pour faire ça. Et vous voyez ma petite connerie là à gauche sur la 21 a eu des conséquences sur le pied de la dent. J'aurais dû être plus incliné de quelques degrés en mésial, mais bon, voilà, ça fait partie du truc. Alors, bien évidemment, on savait qu'on n'avait pas de challenge esthétique, que la ligne du sourire n'avait pas d'impact, donc pas très grave, mais bon, voilà, quand même, à souligner. Et donc, on va imprimer ce très joli bridge en résine, donc pareil, pour un coût très modeste. Et vous voyez qu'on a fait la même technique, on a mis des piliers multi-unites, et notre bridge va être raccordé directement sur les piliers multi-unites sans pièces additionnelles. Et là, avec la sprint tray, on verra après. On était sur un temps d'impression d'à peu près 1 heure, plus la réalisation du bridge. Là, on était plutôt sur 2 heures et demie bien tapé, que je trouve un peu long, puisque le patient il attend pendant 2 heures et demie après sa chirurgie, l'anesthésie s'en va. Pour moi, trop long, mais pas mal. C'est-à-dire que le patient arrive à 8h30, à 9h, on commence la chire, à 14h, il est parti. Mais il faut gérer un petit peu l'entre-deux où il en a un peu marre, l'anesthésie s'en va, et parfois, quand on revisse le bridge, il y a un petit peu de difficulté à le visser sans douleur. Et là, deuxième problème, parce que j'avais déjà fait ma connerie au niveau de la chirurgie, deuxième problème, les plus observateurs verront que l'occlusion ne marche pas. Et en fait, ce problème d'occlusion, il était lié à un enregistrement au départ, parce que ça peut arriver, c'est une machine, et la machine, elle peut faire des conneries aussi bien que l'homme. Et en fait, il y avait eu une mise à jour, c'était une Trios 4, il y avait eu une mise à jour, et cette mise à jour-là, elle nous avait foutu dedans, et il y avait des petits problèmes d'occlusion. Et c'est là où je me suis dit que mon process était intéressant, et en particulier avec l'impression 3D, parce que là, il me reste 2 options. C'est soit je prends une fraise, il y a un défaut mineur, et je régule l'occlusion au touche par touche avec une fraise, soit tout simplement, je ne me casse pas la tête. S'il y a un défaut majeur, je reprends une empreinte du bridge en place qui n'est pas bon, je reprends une empreinte en bas, je reprends l'occlusion qui est en erreur, et Vivien au laboratoire me recommence le process en corrigeant l'erreur, et on recommence. Et en fait, on a juste perdu du temps. Mais on s'en sort facilement, et vous voyez, on a déjà 2 problèmes qu'on a palliés facilement. Et en plus, j'ai changé l'implant parce que l'os n'était pas bon. Donc, si j'avais fait une guidée, j'aurais été emmerdé parce que le site, franchement, ne montrait pas que l'os à cet endroit-là n'était pas bon. Et j'aurais très certainement planifié en chirurgie guidée quelque chose à
à ce moment-là. Je revois la patiente quelques mois après. Forcément, le défaut esthétique, vous voyez que la ligne esthétique du sourire, elle n'est pas terrible. Donc, ce défaut-là, il va falloir le corriger. Et rien de plus simple. On va faire encore une fois la même chose, c'est-à-dire qu'on va reprendre l'empreinte de ce bridge en place cicatrisé, on va prendre le bas, et le labo n'aura plus qu'à corriger ce défaut esthétique. Autre avantage essentiel de l'impression 3D, c'est que vous allez pouvoir imprimer autant de bridges que vous le souhaitez pour faire des essayages avec la patiente pour que ce soit extrêmement simple et extrêmement pédagogique. Et ça ne va rien vous coûter puisque l'impression va coûter presque rien. Donc vous allez pouvoir, si la patiente est à tasse, vous allez pouvoir imprimer pas mal de choses autant que vous voulez. Vous voyez la tolérance des tissus, vous voyez la qualité des tissus derrière tout ça. Après, on va finir ce cas, tout simplement. Donc, on va faire une photogrammétrie. Si le cas le permet, que votre caméra est bonne et que c'est un cas qui n'est pas trop compliqué, vous pouvez le faire avec les scanners intraorales ou intraplate comme vous voulez. Et donc, on va reproduire ce bridge avec, encore une fois, pour des soucis économiques, on va utiliser de la Katana YML multilayer, qui est du monolithique maquillé, qui ne coûte pas très cher. C'est un bridge qui va coûter à peu près 100-120 euros par élément x 12. Faites le calcul, ça fait à peu près 1300-1400 euros. Donc, c'est pas très cher, c'est intéressant. Et donc, on a mis ce bridge en place. On aurait pu faire ce qu'on appelle un FP2, c'est-à-dire rajouter un petit bandeau de gencives colorées en rose pour cacher. Il n'y avait pas de challenge esthétique, la dame a des espaces, elle va me passer des belles brossettes, ça me va très bien. Et elle était surtout super contente de son nouveau sourire. Donc, le challenge est gagné, quoi. Vous voyez la radio terminale avec nos différents types d'implants. Voilà. Et on va pouvoir regarder en détail, donc pour vous rafraîchir la mémoire et surtout pour vous démystifier le post-traitement qui peut paraître angoissant, mais vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc, je reçois le fichier, je vous rappelle, il arrive directement dans l'imprimante, on va imprimer, et ce qui va sortir, c'est ce que vous avez sur la droite. Entre-temps, nouvelle extraordinaire et quand même un peu de fierté parce qu'on est allé dans le bon sens, puisque bien sûr, dans le monde, on était loin d'être les premiers, puisque c'était déjà fait par d'autres dans d'autres pays essentiellement anglo-saxons, et que finalement, aujourd'hui, on a des résines qui s'appellent Premium-Tis pour la Formlabs et qui s'appellent Onyx pour la Sprint Tray, qui sont des résines spécifiques pour l'impression 3D. Vous savez qu'il y a deux options, c'est l'impression 3D aujourd'hui et l'usinage. L'usinage va apporter des meilleures propriétés mécaniques, et c'est pour ça que l'usinage est priorisé. Moi, ça ne m'intéressait pas parce que l'usinage, ça va prendre du temps. Il faut 2-3 heures pour usiner, que ça doit être exporté au laboratoire, à moins que vous ayez un laboratoire. Et en plus de ça, moi, ça ne correspondait pas du tout en termes de timing à ce que je voulais. Donc, ça sort du cadre de ce que je vous ai expliqué par rapport à mon raisonnement et par rapport à l'application que j'avais envie de l'impression 3D. Vous voyez, au départ, on était sur du Bimax à 50 minutes. Et Charles, je me permets petite parenthèse. Aujourd'hui, avec les matériaux évoqués sur l'Onyx ou le Premium-Tis de Formlabs, on est sur Formlabs communique sur un module de résistance à l'affection de 155 mégapascales. Équivalent au PMMA, voire au-dessus, parce que sur un PMMA, on est aux alentours de 130, 135 sur ce module-là. Voilà, petite parenthèse technique. Non, mais c'est intéressant parce que finalement, on voit qu'avec l'impression 3D, on a rattrapé le retard, sauf qu'on n'a pas cet inconvénient de cette usineuse, où là, pour le coup, c'est plus lourd à acheter. Je ne sais pas, Nolwenn, combien ça vaut, mais ça vaut au moins 30 ou 40 000 euros une usineuse. Puis, ce n'est pas du tout le même travail, c'est un travail de prothésiste et ça prend du temps. Donc, il n'y a pas le même usage que ce que j'ai pu vous montrer en toute simplicité ici. Donc, je remets juste là pour vous montrer, voilà, on était sur un bimaxillaire, vous voyez, on était à 50 minutes sur la Sprint Tray, qui est déjà une très belle machine. Et vous voyez que sur la Formlabs Cap, on est à 35 minutes. Aujourd'hui, on arrive à descendre à 30, 20, voire 25 minutes. Et là, ça devient super intéressant. Donc, première étape, on récupère nos bridges sur le plateau. Vous voyez déjà la qualité, on a déjà, c'est les nouvelles résines, c'est la résine donc adaptée par Formlabs au full arch. On va déclipser, vous voyez, d'une manière extrêmement simple les bridges, et vous voyez qu'ils sont montés sur des petits pipions là qui servent à imprimer. On va nettoyer tout ça à l'alcool sur un programme qu'on va laisser à peu près 3 minutes, ça suffit largement. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme une machine à laver, pour ceux qui veulent regarder, c'est marrant. Il y a
tourbillons. Et puis, on va mettre ça à la lumière pour durcir et augmenter les capacités physico-mécanico. Nolven, c'est ça mieux. Vous voyez que sur de l'unitaire, on tombe à 17 minutes. 17 minutes, plus à peu près l'équivalent de modélisation. Vous voyez qu'en 45 minutes, vous pouvez sortir une prothèse qui est toute faite. Il n'y a plus qu'à mettre la T-base et à visser. Vachement intéressant. Et comment on enlève les petits plots? C'est extrêmement simple. Vous allez voir que là, je vais juste la prendre dans la main. Je vous l'ai fait, c'est des petits films faits à la maison, mais il n'y a rien de plus parlant. Vous voyez qu'on a vu la gorge là passer pour placer la T-base. Hop. Donc, vous voyez, je vais l'enlever à la main et je vais positionner la T-base à l'intérieur qui va rentrer. On remet un petit coup de polymérisation. Parfois, on peut mettre une petite pointe de composite pour relier les deux. Vous voyez, votre couronne, elle est toute prête. Il n'y a plus qu'à la visser. Maquillage, pas maquillage, chacun y voit le degré de précision qu'il y veut. Et vous voyez, sur le full arch, il n'y a rien à faire. On enlève, on polit, on gratouille un tout petit peu parce qu'il peut y avoir des petites pointes. Et ça se met directement en bouche. Il n'y a plus qu'à le visser. Vous mettez des vis. Il y en a qui utilisent des powerballs. Moi, je n'utilise pas les powerballs, mais pour attraper un axe ou pas. Et ça se met vraiment directement. Vous voyez, je l'ai balancé par terre pour montrer que c'était solide. J'avais vu Olivier Bougelin faire ça. Je voulais absolument avoir cette vidéo-là. C'est comme le chute de Greg Camaleon. On va absolument avoir les mêmes trucs. Donc voilà, j'avais fait la résistance mécanique. Voilà ce bridge bimaxillaire posé et qui finalement a pris, puisque vous avez compris maintenant que les deux bridges n'augmentent pas le temps d'impression. Donc on a imprimé les deux bridges en double pour le même temps d'impression qui correspondait à 35 minutes, vous l'avez vu. Le labo a mis 45 minutes pour me modéliser tout ça. J'ai fait à peu près 5-6 minutes, allez, on va dire 10 minutes de post-traitement. Donc vous voyez qu'en 1h15, le patient a un bridge bimaxillaire posé immédiatement au cabinet pour un coût dérisoire. Et si demain il casse, si demain il y a un problème, je le refais à souhait autant que je veux. Je peux même en avoir d'avance au cabinet. Le patient m'appelle le matin, il me dit « Ah, j'ai cassé ». Voilà, j'ai plus qu'à l'imprimer, il est dans l'imprimante. 35 minutes après, c'est prêt. Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc voilà, on peut les parcourir. Ça, c'est un des premiers cas réels que j'ai fait avec cette machine-là en optimisant. Toujours le même principe, les photos. Alors, pour ceux qui se demandent comment on fait de la chirurgie freehand sans guide, voilà, on se repère aux dents, on se repère au repère anatomique, comme on l'a toujours fait quand il n'y avait pas de chirurgie guidée. Voilà, on fait notre chirurgie. Vous voyez que même sur l'implant juxtasinusien tilté, vous voyez qu'on est parfaitement dans l'os. Donc, c'est faisable. On arrive à le faire largement. Vous voyez la précision qu'on peut avoir même à main nue. On va faire notre empreinte post-opératoire. Le laboratoire va matcher les couches. Hein. Je rabâche parce que c'est important de bien comprendre ce process. On a notre projet prothétique qui nous fait notre bridge avec nos émergences qui sont un petit peu plus léchées que sur le cas précédent. Et puis, on va imprimer. On va poser ce bridge. Et là, le patient, il est arrivé à 8h45. À midi 30, il était reparti. Pourquoi? Parce qu'on a mis 25 minutes d'impression, 30 minutes parce que c'était un cas simple de modélisation. Le labo était prêt. Et là, moi, ça m'intéresse parce que le patient, il est encore sous l'effet d'anesthésie. Il est encore dans la dynamique de sa chirurgie et quand il rentre chez lui, c'est fini. Il ne revient pas. Il a son post-op à faire, il est prêt, il a ses médicaments et le lendemain, l'effet inflammatoire est déjà passé. Au pire, il passe une nuit qui n'est pas top et après, c'est fini, on n'y revient pas. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Et les recommandations sont les mêmes qu'avec n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on mange du mou, du souple, voire du liquide, c'est tout, comme on le faisait avant sur les bridges traditionnels, et comme on doit aussi le faire sur un bridge qui est usiné. Alors, vous voyez qu'en plus, je ne me suis même pas foulé particulièrement sur le côté esthétique, le maquillage. Pourquoi? Parce que déjà, c'était pas top à la base, que je n'ai pas forcément envie qu'ils aient un truc magnifique, parce qu'après, on va encore passer un niveau avec le bridge définitif, et que je trouve ça très bien comme ça. Vous voyez qu'après, on a une très très belle, un très très beau résultat muqueux, très très beau résultat implantaire, c'est joli à regarder. Et on va recopier ce bridge, toujours pareil, avec une zircone monolithique katana qu'on va visser directement. Et on a des patients qui sont super contents avec ce process. Vous voyez, le fort, il a un petit stélite en bas, et il est super heureux. Et il faut vous dire qu'on a bien limité les coûts. Et vous voyez, donc,
après, voilà, c'est toujours la même chose. On va répéter les cas, on va répéter le process, hein. Nous, en dentisterie, on aime bien que ce soit toujours pareil, que ce soit répété. Et donc là, on a vraiment une belle recette de cuisine et quelque chose qui peut être géré en interne. On va pouvoir baisser les coûts. On a cette flexibilité avec l'impression qui, pour moi, n'a pas de prix. Vous voyez, on enchaîne les cas. Je peux vous en montrer, j'en fais toutes les semaines. On enchaîne les cas avec une reproductibilité sans problème. Si ça casse, ben ça casse. Le patient, il est au courant, il est plâtré. Il est en période de convalescence pendant 3 mois. Si ça casse, il appelle, ça bouge. Je n'ai personnellement eu aucune casse avant 5-6 semaines. Pourquoi? Alors, j'ai pas eu de casse avec les nouvelles résines, mais bon, ça fait que 3 mois, peut-être 3-4 mois qu'on utilise, 3 mois peut-être. Avec les anciennes, j'ai eu de la casse. J'ai eu à peu près, pour tout vous dire, 7% de casse. Toujours à 5-6 semaines. 7%, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est facile à gérer. Déjà parce que j'ai pas perdu d'implant. Et en plus de ça, parce que, bon, en plus, on était en hybride, hein, puisque les résines n'étaient pas faites pour ça. Et bah, c'est très facile. Le patient, il appelle. Souvent, j'en ai un d'avance. Vous avez vu que je les imprime en double. Le patient, il vient, on enlève 4 vis, on remet, c'est reparti. Et il nous en veut pas parce qu'il sait qu'il est en convalescence. Après, à nous de réussir la partie définitive. C'est là où la chaîne numérique, aujourd'hui, elle s'enrichit des photogrammétries et tout ça, où ce n'était pas forcément évident avant. Mais voilà, le patient, il est en convalescence, il le sait. Et moi, ça m'a jamais porté préjudice au niveau du patient. Et contrairement à un appareil en résine avec des dents du commerce, esthétiquement, ils sont hyper ravis. Puis voilà, après, d'autres petites, et j'en termine avec ça, d'autres petites applications où voilà, on peut imprimer un modèle, faire un wax-up pour lever une DV, faire un petit compo injecté pour éviter que le patient il se retrouve avec une DV trop basse pour pas qu'il vous pète le bridge transitoire. Vous voyez, on peut vraiment imprimer tout ce qu'on veut. Où on a, là, vous voyez, sur ce cas qui est beaucoup plus complexe, bah, finalement, on a traité le haut exactement comme je viens de vous le montrer. Et puis bah, après la chirurgie, c'est un monsieur qui est resté 2 heures de plus ou 2 heures et demie de plus parce qu'on lui a fait ces petits compos qu'on a fait, parce qu'on a imprimé le modèle issu du projet prothétique. Vous voyez qu'en plus, je suis un cochon parce que j'ai imprimé avec de la résine à modèle, qui n'est pas de la résine pour les modèles, qui coûte encore moins cher. Je l'ai imprimé avec de la résine provisoire pour éviter de changer les bacs. Et voilà, on a fait nos petits compos injectés tranquillement. On a fait une gouttière qu'on aurait pu imprimer aussi d'ailleurs. Et puis voilà, on a solutionné un cas hyper compliqué, enfin hyper compliqué, plus compliqué en tout cas, exactement de la même manière. Vous voyez la radio terminale. Alors moi, je ne fais pas ça, mais vous pouvez aussi faire de l'impression 3D pour les complets, en tout cas provisoire, mais même définitif, ça marche aussi avec la qualité des résines actuelles. On imprime d'abord le rose. Et même principe avec les petits pipions à couper. On imprime le blanc et on relie les deux à la résine, comme on le fait traditionnellement. Et on obtient notre complet en gestion totalement autonome au cabinet pour un coût défiant toute concurrence. Voilà, l'impression 3D, c'est tout ce que vous voyez en bas de possibilités d'impression qui vont bien évidemment évoluer encore plus. Moi, je suis allé chercher cette capacité à gérer moi-même les choses à l'intérieur du cabinet. Je suis allé chercher du coût, je suis allé chercher de la vitesse, hein, vous l'avez compris, j'avais besoin de cette vitesse pour l'effet un peu waouh du patient, pour qu'il revienne et qu'il reparte, que je puisse lui visser ce bridge directement dans la bouche, encore sous effet d'anesthésie, et qu'à 14 heures, le patient il est chez lui, il fait sa sieste, il prend ses médicaments et on n'y revient pas. Les problèmes que j'avais essentiellement de casse hein, sur ces 7% qui sont pas neutres, ça se débat. J'en ai débattu pas mal. Et bien aujourd'hui, avec les nouvelles résines, on a des propriétés mécaniques qui sont pareilles que l'usinage, qui a un recul beaucoup plus important, une satisfaction beaucoup plus importante, un taux de casse beaucoup plus faible aussi, même si ça casse quand même. Contrairement aux appareils qu'on faisait avant en résine dans du commerce, qui est un petit poil plus solide, de la casse de toute façon dans cette période transitoire, il y en a toujours un petit peu. Et donc là, j'ose espérer, je vais faire mes petits rapports de compte, mais on va avoir des taux de casse de 2-3% maximum, à mon avis. Voilà, merci de votre attention. J'ai débordé un petit peu, mais voilà. Merci beaucoup, Charles, pour ce retour d'expérience qui est franchement fantastique, avec aussi les challenges que tu as pu avoir au cours de ce, on va dire, voyage numérique et spécifiquement à l'impression 3D au cours des 4 dernières années.
En tout cas, merci aussi également à l'audience. N'hésitez pas à nous solliciter. En tout cas, on est là pour répondre à vos questions avec beaucoup de pragmatisme. Pardon. Et donc, encore une fois, merci beaucoup à Charles, parce que je sais que tu es aussi très occupé, avec une vie bien remplie. Peut-être, Charles, si on a des questions, si j'ai des questions spécifiques, est-ce que tu accepterais que je Oui, éventuellement... Ouais, ok, bon, génial. En tout cas, au moins, vous avez la porte d'entrée avec Charles. vous avez l'Insta, vous avez Insta, je réponds. Avec l'Insta, ça suffit. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, on y répond, mais c'est toujours d'ailleurs assez simple. Et on a accompagné pas mal de praticiens d'ailleurs qui se faisaient des nœuds au cerveau pour des choses qui étaient assez simples, qui avaient des problématiques qui étaient proches des nôtres, parce qu'on a tous les mêmes problématiques. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de ne pas s'enfermer finalement dans ce qu'on peut voir ou entendre, et que ce flux numérique, retenez bien, c'est important, ce flux numérique, il doit vous apporter quelque chose. Et donc, à chaque fois, on va piquer quelque chose à droite, à gauche pour constituer ce qui nous intéresse. Celui qui n'a pas envie de vitesse, qui ça ne dérange pas de voir le lendemain, qui ne veut pas avoir de complexité, il va faire de l'usinage. Vous voyez, il y a toujours une solution. Il y a un noyau dur que je vous ai montré, indispensable, et après, on va rajouter les petites pièces qui manquent, et c'est ça qui devient fantastique et redoutablement attractif dans notre monde dentaire digital actuel. Je vois une question, Charles, si tu as une minute. On a cette question qui est n'est-ce pas trop compliqué à maintenir une imprimante 3D dans un cabinet, au niveau maintenance, etc. Moi, j'ai jamais rien fait, pour être honnête. J'ai même pas changé les bacs, même pas changé. Alors, elle marche tous les jours, donc j'ai pas le recul d'une imprimante qui serait à l'arrêt les 3/4 de son temps. Mais moi, en tout cas, à titre personnel, je n'ai jamais rien entretenu, parce que la machine, elle est faite pour les dentistes. On est tous un peu tatas, donc il y a les bacs, les machins. Franchement, il y a rien on manipule rien. Le remplissage est automatique. Et puis quand le bac, il est pas bon ou il est usé, c'est soit vous le nettoyez, vous faites chier à le nettoyer, soit vous le balancez, vous le rachetez, je sais pas combien ça vaut, ça coûte 50 €, 60 €, non? Ouais, on a sur les bacs sur la Form 4 B. Donc, en plus, on a des coûts qui sont de plus en plus accessibles. La tendance dernière des fabricants, Springtray, Formlabs notamment, sont à la baisse au niveau des accessoires, ce qui est bien. On rend encore plus accessible, enfin, ces fabricants rendent encore plus accessible l'acquisition de ces technos. Donc, c'est bien. Là, on rentre dans une course aussi effrénée aux matériaux, à la machine la plus fiable, la plus rapide, le post-process le plus fiable, répétable, etc. Et cette compétition. Après, j'ai envie de te dire, c'est aussi pour ça que je travaille avec quelqu'un comme toi, c'est que je veux pas en entendre parler. C'est-à-dire que le jour où j'ai un problème, comme tous les dentistes, je prends mon téléphone, allô Nolwenn, maman bobo, et puis tu te démerdes. Ça nous est arrivé, on a su le gérer. Ça a toujours été au top, donc j'ai pas de problème, et je suis pas inquiet en plus de ça, parce que je l'ai pas acheté sur eBay, je l'ai acheté avec quelqu'un qui est venu me l'installer, qui est venu me montrer, qui a mis aussi, parce que tu l'avais fait avec mes assistantes, qui a mis le pied à l'étrier aussi à mes assistantes à l'époque, où c'était quand même un peu folklore d'avoir, à l'époque c'est pas si vieux, mais imprimante 3D. Donc du coup, il y a ce service aussi, il y a le shop en ligne, moi j'ai pas envie de m'emmerder. Donc les filles, elles ont l'adresse du site, elles ont ma carte bleue. Je leur dis manque ci, manque ça, elles commandent sur le shop. 24 heures après, ça arrive, et puis voilà, c'est comme tous les systèmes. Smile 3D est une boîte moderne. C'est sympa, merci en tout cas pour ces mots, Charles. Bon, en tout cas, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Merci infiniment encore pour ces retours. Charles, merci à l'audience. N'hésitez pas, on reprendra contact tranquillement vers vous. Le replay sera aussi disponible sur notre site, dans notre section Académie. Donc, n'hésitez pas, et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée à tous, salut. Que de temps on l'a fait.